Bonjour et bienvenue à ces premiers écrans de l'actu. Notre objectif est de vous donner les éléments clés de l'actualité sociale qui peut impacter tant les employeurs que les salariés. Au sommaire aujourd'hui, le contrat à durée déterminée, le régime de la preuve en matière de congés payés, la proratisation d'un complément de salaire en fonction du temps de travail, le formalisme de la modification du contrat de travail, la liberté d'expression, l'égalité de traitement, la date d'appréciation des conditions d'électorat et d'éligibilité, le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Et pour commencer, abordons la distinction entre la promesse d'embauche et l'offre de contrat de travail. Afin de sécuriser les futures embauches, il est de bon ton de formuler aux futurs collaborateurs par écrit les éléments essentiels de la future collaboration des parties. Entre un acte formulant l'offre de contrat de travail et une promesse unilatérale de contrat de travail, quelle différence ? Selon le cas, les conséquences peuvent être bien différentes. Élément clé de réponse avec Charlotte. En effet, Valérie, le contenu de l'acte reste le même. Précision de l'emploi, de la rémunération et de la date d'entrée en fonction. Mais il convient de distinguer deux choses. D'abord, l'offre de contrat de travail, qui est l'acte par lequel un employeur exprime la volonté d'être lié en cas d'acceptation. Celle-ci peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire. L'offre retirée avant son acceptation donnera lieu à des simples dommages et intérêts. Et d'autre part, la promesse unilatérale de contrat de travail, qui est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat de travail promis. Dans ce cas, la rupture devrait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette jurisprudence ne peut que vous inciter en tant qu'adhérent à être particulièrement vigilant dans la rédaction de vos écrits. Poursuivons avec un point relatif au contrat à durée déterminée. Le recours à ce type de contrat est strictement encadré par la loi, qu'il s'agisse des cas de recours ou du contenu même. Sur ce deuxième point, le défaut d'écrit ou la transmission tardive ont pour effet de réputer le contrat comme étant conclu à durée indéterminée. Mais qu'en est-il lorsque c'est le salarié qui refuse de signer ? Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et transmis au salarié au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant l'embauche. En d'autres termes, une embauche réalisée le lundi doit être formalisée par la signature d'un contrat de travail au plus tard le mercredi au soir. Il convient de rappeler que cette règle revêt un caractère d'ordre public. L'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en CDI. Il n'en va néanmoins pas de même lorsque le salarié refuse délibérément de signer son contrat de travail. Une telle attitude relève de la mauvaise foi ou encore d'une intention frauduleuse rejetée par la Cour de cassation. Cette jurisprudence est plutôt protectrice des intérêts des employeurs. Pour autant, afin d'éviter ce type de situation dommageable, l'idéal reste quand même de faire signer le contrat avant ou au plus tard au moment de la prise de poste, ce que prévoient d'ailleurs certaines conventions collectives. Point suivant au sommaire de ces écrans de l'actu, l'unification du régime de la preuve en matière de congés payés. En principe, un salarié qui n'a pas pu prendre ses congés payés perd son droit à congé et ne peut réclamer aucune indemnité compensatrice à ce titre. Toutefois, il peut obtenir réparation s'il s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés du fait de l'employeur. Dans la lignée du droit européen, la Cour de cassation, dans un arrêt du 21 septembre 2017, est venue étendre sa jurisprudence relative à la charge de la preuve des congés payés légaux aux congés payés conventionnels. En matière de preuve de la prise des congés payés légaux, nous le savons, il appartient à l'employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre aux salariés de prendre effectivement les jours de repos auxquels ils peuvent prétendre, en vertu de la loi et de la convention collective en vigueur dans l'entreprise. En matière de preuve de prise de congés payés conventionnels, il appartenait jusqu'à présent aux salariés de rapporter la preuve qu'il n'a pu bénéficier de ces jours de congés conventionnels en raison du fait de l'employeur. La Cour de cassation avait ainsi adopté une position différente de celle applicable aux congés payés légaux. Dans un souci de cohérence et de simplification, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence. Elle décide ainsi que, sauf disposition contraire, il appartient à l'employeur de prouver qu'il a bien mis le salarié en mesure de prendre ses congés, que ces derniers soient d'origine légale ou conventionnelle. Cette jurisprudence de la Cour de cassation devrait inciter les employeurs à encore plus de rigueur dans le respect des obligations d'information du salarié en matière de congés payés.
Abordons maintenant la question de la proratisation d'un complément de salaire en fonction du temps de travail. Compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise. Elle doit donc être proratisée. Mais qu'en est-il des éléments de rémunération issus d'une convention collective ? Les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions collectives et les accords collectifs d'entreprise, sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par la dite convention ou le dit accord collectif. Ce principe de proportionnalité des rémunérations est posé par l'article L. 3123-5 du Code du travail. Dans un arrêt du 7 septembre 2017, la Cour de cassation vient indiquer que tant que la convention collective ne comporte aucune mention contraire au principe de proportionnalité de la rémunération des temps partiels, l'employeur est autorisé à proratiser un complément de salaire conventionnel venant s'ajouter au salaire de base. En conclusion, en l'absence de dispositions particulières s'opposant à l'application du principe de proportionnalité, l'employeur est fondé à retenir la règle du prorata temporis. Dans un contexte budgétaire tendu, cette position ne peut qu'être bénéfique pour les employeurs du secteur. Cette problématique de la rémunération fait écho à un autre sujet sensible, la modification du contrat de travail. Selon l'article 1222-6 du Code du travail, lorsque l'employeur souhaite modifier un élément essentiel du contrat de travail du salarié pour motif économique, il doit suivre une procédure particulière. La Cour de cassation est venue, dans un arrêt du 13 septembre 2017, apporter des précisions en la matière. Pour qu'un salarié ou un employeur puisse se prévaloir de la procédure spécifique des modifications de contrat de travail pour motif économique, l'avenant prévoyant la dite modification proposée au collaborateur doit expressément viser l'un des motifs économiques énumérés à l'article L1233-3 du Code du travail, à savoir les difficultés économiques, les mutations technologiques, la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité et enfin la cessation d'activité de l'entreprise. Rappelons en complément qu'en matière de modification du contrat pour motif économique, il revient également aux employeurs de vérifier s'il existe des dispositions particulières dans la convention collective applicable. Vous, adhérents de l'URIOPS, nous ne pouvons que vous conseiller de bien distinguer ce qui relève ou non d'une modification du contrat pour motif économique et d'adapter vos écrits et la procédure applicable en conséquence. Et puisque nous parlions procédure, évoquons l'hypothèse de l'abus de la liberté d'expression qui peut aboutir au licenciement du salarié. Dans l'association et hors de celle-ci, le salarié jouit de sa liberté d'expression sous réserve de respecter ses obligations de discrétion et de loyauté. Cette liberté est distincte du droit d'expression et permet au salarié de tenir, sauf abus, des propos sur l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise. Retour en illustration sur les faits pouvant constituer un abus de la liberté d'expression. En effet, l'exercice de la liberté d'expression des salariés, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'association, ne peut justifier un licenciement que s'il dégénère en abus. Dans un arrêt du 18 octobre 2017, la Cour de cassation a validé le licenciement pour faute grave d'un cadre qui avait tenu des propos diffamatoires et injurieux en imputant à l'employeur un vol concernant les jours de RTT, puis des propos excessifs concernant la répartition des portefeuilles clients dans le but de dresser ses salariés contre l'employeur, et enfin qui avait incité l'un d'eux à quitter la société pour créer sa propre entreprise. La Cour a constaté que ces agissements de dénigrement étaient destinés à déstabiliser l'entreprise et a ainsi caractérisé l'abus par le salarié de sa liberté d'expression. Autre point d'actualité, l'égalité de traitement. Depuis plusieurs années, la Cour de cassation fait évoluer sa jurisprudence sur l'égalité de traitement. Elle avait déjà eu l'occasion, dans des arrêts du 27 janvier 2015, d'instaurer une présomption de justification pour les différences de traitement entre catégories professionnelles. En juin 2016, dans un arrêt en date du 8, elle avait étendu cette règle aux inégalités entre salariés appartenant à la même catégorie professionnelle mais occupant des fonctions distinctes. À l'heure où les associations fusionnent de plus en plus, se pose la question de la possibilité ou non de réserver certains avantages aux salariés d'un établissement. Explication sur la règle applicable en la matière.
Dans un arrêt récent, la Cour de cassation vient à nouveau étendre la présomption de justification en matière d'égalité de traitement. Dans cette affaire, elle indique ainsi que les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts opérés par voie d'accord d'établissement sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle. En d'autres termes, ce n'est pas à l'employeur de prouver les raisons objectives et pertinentes justifiant la différence de traitement, mais bien au collaborateur soulevant la violation du principe d'égalité de traitement qu'il revient de démontrer que la dite différence est exempte de toute considération de nature professionnelle. Petit focus maintenant sur les relations collectives de travail. Les conditions d'électorat et d'éligibilité s'apprécient au jour du premier tour de scrutin. Reste à savoir s'il est possible de modifier cette date. Les conditions d'électorat et d'éligibilité aux élections des délégués du personnel et de membres d'un comité d'établissement s'apprécient au jour du premier tour de scrutin sans qu'un protocole préélectoral puisse modifier cette date en privant les salariés des droits électoraux qu'ils tiennent de la loi. C'est ce qu'a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 25 octobre 2017. Et pour terminer, l'une des ordonnances Macron prévoit le report du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu au 1er janvier 2019. L'occasion pour nous de vous informer sur les demi-journées de formation à destination de nos adhérents et qui auront lieu sur les territoires en décembre 2017. Vous recevrez prochainement notre programme de formation. Nous espérons vous y retrouver nombreux. Et voilà, ces premiers écrans de l'actualité se terminent. Nous espérons que vous les avez appréciés et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles news liées à l'actualité sociale.